Vous avez un grand nom, hein? Ah, io non ho fatto. SPD, Front Patriotique pour la Défense. Ah, bon, grande lì. Ah, dis donc, vous avez deux. Mais il y a trop de diola ici. Hein. J'en reconnais déjà deux. Ça fait trois. Bonjour. Vous êtes madame Roquia Pedro. Roquia Pedro. Pedro. Ah, bien, Ziguinchor est venu. La reine Gina. Ah, la reine des Diola, là j'accepte. Aujourd'hui j'accepte tout ce que vous dites. Merci. Ah, ok. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Momartian. J'ai l'honneur d'être désigné comme modérateur de cette rencontre. Cette rencontre, M. Pierre Bougabi Atepa l'a voulu tout simplement pour d'abord écouter les personnes qui sont là, qui sont assez représentatives de la communauté sénégalaise, de la diaspora sénégalaise en France. On n'oublie pas les autres, bien sûr. M. Pierre Bougabi Atepa, comme vous le connaissez, il est ingénieur architecte, candidat déclaré à la présidentielle de février 2019 au Sénégal. Il a effectué sa déclaration de candidature le 17 août dernier. Il a réservé son premier déplacement en France, à Paris, à la rencontre justement de la diaspora. Évidemment, la diaspora elle est plurielle. Il aurait aimé rencontrer l'ensemble de la diaspora, ce qui semble impossible. Et donc le format qui a été choisi, c'est d'abord d'appeler des personnes représentatives de cette diaspora-là, afin d'abord de les écouter. Il n'est pas là pour faire une campagne électorale, la campagne commencera après les parrainages. Il est là pour écouter, pour échanger, et être avec vous, être avec la diaspora dans un processus de co-construction de son programme. Je dis bien co-construction de son programme. Il a l'habitude de dire qu'il ne joue pas comme Messi dans une équipe de football, c'est lui qui doit tout faire. Et tout ce qu'il doit faire, c'est d'abord d'écouter l'ensemble des compatriotes et de construire ensemble, de refonder ensemble le Sénégal d'après février 2019. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un ingénieur architecte mondialement connu qui a effectué pas mal de gros chantiers au Sénégal et dans le reste du monde. Et par-delà, c'est aussi un bienfaiteur pour certains qui le connaissent bien, surtout qu'il n'a jamais voulu divulguer ni communiquer sur ce qu'il fait dans le domaine social. Je ne suis pas là pour être son porte-parole. Je suis là pour être un modérateur dans le cadre de ces échanges. Et on doit surtout respecter, si vous le voulez bien, le protocole et notamment l'horaire, parce que nous sommes dans un hôtel, ils ont des horaires bien précis, d'autant plus qu'il aura le loisir et la bonté de nous offrir un dîner après. Et je voudrais que les échanges se fassent de manière cordiale. Sans tabou, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Et il aura le loisir de répondre. Et après, ce sera des échanges à bâton rompu, quand nous serons à table, et comme ça se fait chez nous. Je vous remercie. Bien. Bien, je remercie tous d'être là. Comme M. Thiam l'a dit tout à l'heure, j'ai voulu réserver mon premier déplacement à
à la diaspora sénégalaise établie en France. J'ai déjà vu nos parents du Canada, parce qu'en fait, comme je dis souvent, c'est eux qui m'ont mis dans cette affaire. Ils sont venus me voir il y a 5 ou 6 mois avec un CD, avec des discours et des prises de position. Et ils ont essayé de me convaincre que je devais tout laisser tomber pour entrer en politique, pour la simple raison qu'ils pensaient, et je le pense aussi, qu'il y a peut-être trop de politiques politiciennes dans notre pays et qu'il était peut-être temps que des gens qui n'ont rien à voir avec la politique puissent essayer de venir pour faire la politique autrement. Avant leur démarche, il y avait eu, comme je l'ai dit, les étudiants qui, il y a 4 ans, sont venus me voir pour me dire « Mais, Monsieur Goudiaby, pourquoi vous ne vous présenterez pas aux élections présidentielles ?» Je leur ai dit d'abord, c'est pas mon truc. Et puis, vraiment, je pense que je devrais avoir une autre contribution pour le développement de mon pays. Et laissez-moi m'adonner à ça. Ils sont revenus il y a 6 ou 7 mois avec la même demande. Et avant même qu'on ait décidé, que le gouvernement n'ait décidé de faire des parrainages, je leur ai dit, si vous voulez vraiment que j'entre dans ce marigot-là, je voudrais que vous m'apportiez 100 000 signatures de Sénégalais à travers le Sénégal. Nous avons ramené, pour guider le cœur. Ils m'ont dit, si vous voulez même 200, on va vous les trouver. Entre-temps, il y a eu cette affaire de parrainage. Sur laquelle on peut revenir, mais puisque c'est déjà la loi, on ne peut pas revenir là-dessus, mais je disais que oui, j'étais pour le parrainage, mais pas de cette manière. Et ceux d'entre vous qui suivez l'actualité peut-être de manière plus assidue que les autres, vous avez dû voir une prise de position que j'avais eue pour dire oui, mais qu'il fallait que le président réunisse l'opposition pour discuter des modalités du parrainage. Parce que là, les gens qui sont sceptiques ont bien raison, parce qu'on a comme l'impression que, contrairement à l'idée qui aurait dû guider cette décision, que c'est fait pour éliminer les gens. Entre autres, j'avais proposé moi-même qu'on accepte que chaque électeur puisse parrainer un maximum de 3 personnes. Comme ça, au moins, on ne sait pas pour qui il va voter. On ne nous a pas écoutés, donc c'est là, il faudra faire avec. Donc, quand les gens sont revenus pour me demander d'être candidat, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. Et, suivant ma propre méthode, quand je veux faire quelque chose, je veux d'abord me convaincre et peut-être l'écrire. J'ai décidé d'écrire cet ouvrage-là, Sénégal REC, ensemble pour refonder et bâtir pour une refondation sociale. Je l'ai fait pour... C'est un essai qui donne des pistes. Qui donne des pistes de réflexion pour redresser, sans prétention aucune, essayer en tout cas de redresser notre pays. J'en ai fait la diffusion ou comment on dit, la publication, non, je l'ai présenté. J'en ai fait la présentation aux jeunes, puisque c'est eux qui m'avaient demandé de le faire.
je leur ai dit, écoutez, montrez-moi d'abord que vous savez mobiliser, vous mobiliser, pour me convaincre que oui, quand je vais vous demander de vous mobiliser, vous allez le faire. Donc je vous invite tous, place Monument de la Renaissance. Ils se sont organisés tout seuls. Je n'ai pas donné un franc à qui que ce soit. En dehors des transports que j'ai assurés pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient 15 000, 18 000, disciplinés. Disciplinés. Ils ont voulu que j'annonce la candidature, je leur ai dit non. Même si je souhaite être une candidature de rupture, il y a quand même des choses chez nous. Quand vous voulez faire quelque chose d'aussi important, vous allez demander, pas l'autorisation, mais vous informer les chefs, les grands chefs, notamment religieux plus particulièrement, pour avoir leur bénédiction et leur expliquer ce que vous voulez faire. C'est ce que j'ai fait. J'ai été à Touba. Tivavone, il n'était pas là, mais j'ai vu son frère. On a été voir la famille omarienne. Et quand je vais retourner, je vais faire une autre tournée. Quand je vais retourner à Dakar, je vais faire une autre tournée pour voir les autres. Même si je souhaite une rupture, dans pratiquement beaucoup de domaines. Mais celui-là, quand même, je pense que nos chefs religieux sont des régulateurs. Et si nous n'avons pas subi le sort de certains pays, c'est justement parce que nous avons des régulateurs que Dieu fasse qu'il en soit toujours. Donc, j'ai beaucoup hésité pour plusieurs raisons. D'abord, même si j'ai conseillé plusieurs chefs d'État, ma famille m'a toujours demandé de me mettre en dehors de la politique. Ceci dit, pour ceux d'entre vous qui connaissent ma famille, ma mère était l'épouse du premier maire de Ziguinchor, Charles Bernard Jules. Et je me souviens, j'étais très petit, tu n'étais pas né. Elle, c'est ma nièce, hein, c'est la fille de ma grande sœur. Et c'est elle qui tenait mon espace ici sur les Champs-Élysées. Donc maintenant que j'entre en politique, je lui ai demandé si elle était disponible pour diriger le bureau que je vais ouvrir ici. Donc en 1956, certains d'entre vous n'étaient pas nés, on a brûlé la voiture de mon beau-père. J'étais là, tout petit. Ça m'a marqué. La violence en politique. Et c'est cette image-là que j'ai toujours gardée de la politique. Mais il y a également d'autres images. Après, bien sûr, ces événements avant l'indépendance, nous avons eu la chance quand même d'avoir une classe politique digne de ce nom. Moi, j'ai connu les ministres des Finances qui, après leur exercice, vivaient dignement, je ne veux pas dire sans opulence. J'ai connu d'autres ministres qui, après, sont devenus des amis, des grands frères, et je sais comment ils vivaient parce qu'ils n'avaient pas mis la main, ils n'avaient pas piqué dans la caisse. Donc, ayant connu tout ça, vécu sous Senghor, sous Diouf, sous Wade, et maintenant sous Macky, quand j'ai analysé la situation de mon pays, j'ai dit, bon, peut-être que les gens de la diaspora et les étudiants qui veulent que je plonge, ils ont peut-être raison. Je dis, j'ai 71 ans, grâce à Dieu. Cette année, je fête mes 45 ans d'architecture. Bon, on fait quoi? Je continue dans mon relatif confort. Ou alors, en tant que patriote,
patriote, et je pense l'avoir démontré, je dis bon, peut-être que je peux prendre 5 ans de ma vie et le consacrer aux autres. Je n'ai aucune prétention de ou de. J'estime simplement qu'il est temps que des gens comme nous, qui ne sommes pas motivés par la politique politicienne et qui surtout n'avons pas besoin de politique pour vivre, parce qu'il y en a qui en ont fait leur GIE ou en tout cas leur gagne-pain. La politique que nous avons connue du temps de nos parents était là de diriger la cité dans la transparence, dans l'honnêteté, dans le patriotisme. Je ne retrouve pas tout ça. Et j'ai dit oui, bon, pourquoi pas sacrifier 5 ans de ta vie pour voir quel apport tu peux apporter. Donc, quand j'ai fait cette réflexion-là, encore une fois, j'ai décidé de mettre mes réflexions dans un livre. Il y en avait eu un avant, certains d'entre vous doivent oser. 12 propositions pour un Sénégal émergent, PSE. Avant le PSE encore, hein, parce que parfois j'ai l'impression qu'ils attendent que nous disions quelque chose pour se jeter là-dessus. Mais si ça peut faire avancer le pays, pourquoi pas. Il y avait donc 12 propositions. Certaines de ces propositions-là sont là, dans Sénégal Right, Ensemble pour une refondation. Vous me permettrez d'en citer 3 ou 4. Il y en a beaucoup d'autres. Le plus important, c'est, comme on dit, changer la nouvelle mentalité de l'homo sénégalensis. Qui dit quoi? Si je prends un exemple, d'une collègue, moi, quand j'étais jeune, on ne pouvait même pas imaginer ça. Et effectivement, c'est ce qui a fait que toutes les magouilles possibles et imaginables, peut-être même inimaginables, se passent actuellement. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Donc, comme disent nos imams et nos autres curés, dañu bëgg soppiwaat jikko yi. Il faut une rétrospection. Le Sénégal ne peut pas continuer. C'est pas possible. Il y a comme une démission collective. Et quand je prends l'exemple de mes jeunes, quand j'essaie de leur faire quand même, j'allais dire, un peu de morale, je leur dis oui, je ne suis pas étonné que ngeen di wàcc ci suuf, parce qu'avec vos pantalons check down, si vous ne checkez pas up, vous irez toujours down. Voilà, ça fait partie là. Et je pense qu'ils commencent à réfléchir. Tout comme, j'ai donné l'exemple, j'étais choqué quand j'ai vu à la télévision un reportage à l'université de Dakar, où il y a un étudiant qui est là devant des poubelles. Il dit oui, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas ramassé les poubelles. Je dis attendez, de mon temps, on venait une demi-heure avant, on nettoyait l'université. Alors, c'est ça qu'il faut changer au Sénégal. C'est le chantier le plus important. Parce que tout le reste, quand Senghor parlait de culture, on se moquait de lui. Mais quelque part, il a raison. Quelque part, il a raison. Donc, le plus gros chantier, c'est comment changer les mentalités. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. J'ai donné d'autres exemples sur le plan de l'environnement. J'ai montré des images que j'ai ici. Nous avons fait la place du souvenir. C'était une conception pour que les gens puissent venir commémorer les morts, notamment ceux du Diola et d'autres, les disparus. Il y a 2 panthéons, un pour les intellectuels, l'autre pour les résistants. Lieu de recueillement s'il en est, on le transforme en rôtisserie de poulet. Poulet rôti à la place du souvenir. J'ai les images qui sont là.
Je vais me plaindre auprès de Monsieur le ministre de la Culture, puisque ça dépend de lui. Parce que dans le partage du gâteau, je crois que c'est ce qu'on avait donné à Youssou N'Dour pour faire comme Tibolé, on a donné à une de ses militantes, j'ai rien compris. Mais enfin, on vend des shawarma, des poulets rôtis et autres à la place du souvenir. C'est un exemple anecdotique, mais qui vous dit jusqu'où on est allé, comme diraient les Anglais, down the drain. Alors quand on est tant soit peu patriote, on ne peut pas regarder ça et croiser les bras. Je ne peux pas le faire, j'ai essayé et j'ai dit, comme je dis encore une fois à mes amis, il faut que nous fassions. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, après la Tabaski, les vaches, les moutons, et puis les trottoirs de Dakar. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas été à Dakar. Il n'y a plus. C'est des carcasses de voitures, c'est des gens qui vendent des venants de France. J'ai rien contre, mais qu'on trouve des endroits dégagés à cet effet. Il n'y a plus un seul jardin public à Dakar. Il n'y en a plus. Alors, bon, je ne parle pas de la corniche. Je me bats depuis 30 ans et les gens font beaucoup d'amalgames, ceci, je répondrai aux questions parce que c'est important. Alors donc, quand on voit tout ça, on dit non, il faut changer de mentalité. Le deuxième chantier, qui est certainement aussi important, c'est de trouver du travail, pas aux jeunes, mais à tout le monde, et plus particulièrement aux jeunes. Parce que c'est du leurre que de dire qu'on va trouver du travail aux jeunes. Je connais des jeunes de 40 ans, de 50 ans qui n'ont jamais travaillé, n'ont pas trouvé du travail. Et il y a également que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des moins jeunes qui encadrent les jeunes. Donc quand vous prenez le problème en le disséquant, disant oui, c'est du saupoudrage et ça ne peut pas marcher. Donc, trouver du travail, mais également et surtout l'éducation. C'est la cheville, c'est la colonne vertébrale de tout le système. Comme je dis, la différence entre ma modeste personne et les gens avec lesquels certains d'entre eux de la Médina, c'est que j'ai eu une chance extraordinaire de faire des études et de faire des études et de pouvoir m'en sortir. Sans éducation, vous ne pouvez pas avoir le développement. Et maintenant, on voit l'éducation comment. Nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure du téléphone portable, du iPad. On ne peut pas faire comme nous, quand on était jeunes, le tableau noir. C'est terminé, ça. C'est terminé. Je donne l'exemple de mes amis indiens qui sont 1,4 milliard, je crois, et qui réussissent à éduquer 92% de leur population en utilisant la technologie de l'information, entre autres. Il va de même de la médecine. On ne peut pas faire la médecine aujourd'hui comme on la faisait avant. Il faut qu'on introduise jusqu'au village le plus reculé des systèmes de diagnostic qui pourraient passer par les grands hôpitaux. Et là également, permettez-moi de faire une petite digression, parce que quand on parle de gouvernance, on inaugure une arène de lutte. J'ai dit que je ne serais pas dans la... Il y a beaucoup de gens qui critiquent, ils ont raison, moi je ne suis pas là pour critiquer. Mais de temps en temps quand même, il faut dire la vérité. On a l'impression que c'est les loisirs qui dominent. Le loisir, il vient après que vous ayez réglé les autres problèmes. Après que vous ayez réglé surtout les problèmes de santé, d'éducation, etc. Nous avons décidé d'avoir 5 chantiers. Le premier, je vous l'ai dit, le deuxième et le troisième. Le quatrième, qui est également dans ce qu'on appelle les DICO, nous avons dit que pour redresser un peu ce schéma-là, que nous allons introduire, ou réintroduire, en tout cas en faisant une application
peut-être différente, le service militaire obligatoire sous forme de service civil. Et j'ai dit aux jeunes, attendez, nous allons vous mettre dans l'armée, d'abord pour que vous ayez ce qu'on appelle la discipline et que vous compreniez c'est quoi l'engagement patriotique, mais également pour vous donner des métiers. Pendant les 18 mois, on ne sait pas encore combien de mois, et là je reviendrai là-dessus, on va vous apprendre des métiers et on va vous assurer que quand vous allez sortir, on va vous trouver du travail. Et je vous dirai après comment nous allons faire pour trouver du travail. Il y a surtout que nous lançons des propositions, mais comme l'a dit M. Thiam tout à l'heure, vous avez vu les gens qui pensaient qu'un messie pouvait faire tout le travail, ils ont été éliminés. Nous disons que c'est un travail collectif. C'est un travail collectif, c'est pour cela que nous disons ensemble, parce que, au risque de me répéter, je pense que le Sénégal a un arc-en-ciel de compétences au Sénégal même, et surtout dans la diaspora, vous êtes là. Quand je voyage partout dans le monde, partout, il y a un Sénégalais, quelque part, qui dirige, et dont on a reconnu, dont on respecte la compétence. Mais bon sang, pourquoi il n'y a que chez nous où on laisse l'espace à la politique politicienne et les cerveaux dont on doit se servir pour développer le pays sont exclus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir aux solutions? Quand je dis qu'il faut revenir aux régions et n'avoir que 7 régions au lieu des 14, bon, ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés, vous savez pourquoi on a divisé les régions. Au début, c'était... je ne fais pas de jugement. Hein. Au début, on pensait que c'était un remède pour casser la rébellion casamançaise. Ça n'a pas marché. Donc, on a 14 régions qui ne fonctionnent pas. Et comme je dis, vous ne pouvez pas avoir un gouverneur à Fatick et 20 km après avoir un gouverneur à Kaolack. C'est saucissonner d'abord le commandement, et puis ensuite, il n'y a pas d'espace assez conséquent pour des investissements conséquents. Résultat, on coupe la poire en 14 au lieu de la couper en 7. Et nous pensons que cette réflexion-là, nous ne disons pas que nous détournons la vérité, nous ne disons pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais il nous semble que oui, peut-être que si on se mettait autour de la table, on pourrait trouver des solutions déjà à ce projet. Mais il y a, d'aucuns me reprochent maintenant, parce que je lis les réseaux sociaux comme vous, on dit oui, mais bon, depuis qu'il sait qu'il y a du pétrole, il ne parle que de ça. Oui, je parle de ça. Oui, parce que quand on a du pétrole, on parle de ça. Parce que je connais des pays, et vous aussi, qui êtes à l'étranger, où le pétrole n'a pas été une malédiction, ça a été une bénédiction. Ça a été une bénédiction. Alors pourquoi nous? Bien sûr, si on fait tout pour que ce soit une malédiction, eh bien, ça sera une malédiction. Et c'est là où il faut que les gens réfléchissent. Je l'ai dit, nous avons un projet, et après je vous parlerai des projets, mais déjà, nous avons souhaité qu'au large de Potou, dans la région de Louga, parce que comme vous le savez, les champs pétroliers sont juste en face, nous avons proposé la réalisation de Pétropolis, la ville du pétrole, avec 1 million d'emplois. 1 million autour du pétrole.
Et nous avons essayé de démontrer comment et pourquoi. Là d'ailleurs, permettez-moi une petite parenthèse, parce que les gens vont dire, oui, voilà, il est malin, il veut aller au palais pour faire ses projets. J'ai dit dès le début, quand je fais un projet pour le Sénégal, je le fais gratuitement. Ceci dit, je ne peux pas offrir jusqu'au plan d'exécution. Ce que je propose, c'est que ou on prend le projet comme une espèce de programme, projet-programme, on en fait ce qu'on veut, ou on prend l'esquisse que j'offre et on fait un appel d'offres ou un concours pour voir que les autres architectes puissent l'améliorer et en fassent leur projet. Donc que ce soit très clair, quand je fais des propositions pour l'Université de Dakar et pour transformer le lycée de la Fosse en lycée du numérique, en université du numérique pour toute l'Afrique, je dis non, je vous offre l'esquisse, maintenant vous faites ce que vous voulez après, les plans d'exécution, et vous lancez bien sûr une consultation pour voir qui va l'exécuter, parce que là aussi il y a beaucoup d'amalgame entre l'architecte et l'entrepreneur. Donc ça, ce sont des pistes de réflexion. C'est des idées. Mais comme vous le savez, ce sont les idées qui régissent le monde. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte d'avoir des idées. Il faut les confronter pour s'assurer qu'elles sont les meilleures. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Encore une fois, nos propositions tournent autour d'une réflexion globale, d'une refondation, parce que oui, les choses vont tellement mal qu'il faut refonder. Refonder comment? C'est tout un programme. J'ai également dit, et je le répète, que je voudrais un mandat de 5 ans. Pas plus, j'aurai 77 ans si j'ai une retraite vive. Et je pense qu'à 77 ans, bon, il va quand même avoir droit à faire valoir ses droits à la retraite. Quand quelqu'un m'a demandé, mais quid de tes projets d'architecture, je dis, bon, je ferai comme Senghor, pendant les vacances, 3 semaines par an, je ferai des plans d'architecture. Mais il y a également, puisque je suis avec vous, l'organisation de la diaspora. Dans le tout premier livre que j'ai fait, j'ai appelé ça l'or gris de la diaspora. C'est les matières grises que vous avez. Comment organiser l'apport de la diaspora dans le développement de notre pays? C'est tout un projet, tout un programme. Déjà, vous le savez, je suis président de la Bourse. On a également certains... Mais qu'est-ce qui vient foutre dans cette affaire? Bon, j'ai jamais pris de cours d'économie, mais il me semble qu'on s'est tellement bien débrouillé avec le conseil d'administration que quand je leur ai dit il y a 1 mois et demi que je ne voulais plus de la présidence de la Bourse, à l'unanimité, ils ont refusé. Et ça, c'est une petite histoire pour vous dire une des raisons pour lesquelles ils ont refusé. C'est que j'avais souhaité faire ce que nous avons appelé les diaspora bonds, les obligations de la diaspora. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça va se passer avant le mois de décembre. Parce qu'il faut vous organiser, vous envoyer de l'épargne, vous envoyez votre argent. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils le distribuent. Ils règlent les petits problèmes et c'est pas. Et c'est tous les jours, oui, il faut m'envoyer, il faut m'envoyer, il faut m'envoyer. Si nous structurons bien cet apport extraordinaire, vous pouvez investir dans des projets rentables et même, vous savez qu'il y a des systèmes d'assurance. Si l'investissement ne s'avère pas aussi rentable que ça, vous pouvez être remboursé, je crois, de moins 80%. Ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est rentable, et on pourra toujours vous en démontrer la rentabilité,
au bout de 3-4 ans, vous n'avez même plus à envoyer de l'argent. Parce que c'est ce que vous avez envoyé qui va générer des profits et qui va le donner à vos parents. Pour ceux d'entre vous qui avez bloqué de l'argent dans les banques, ici vous avez 3%. Maximum. 3,5%. Si vous investissez comme il faut, et on parlera de l'investissement dans les villes nouvelles, si vous voulez, vous pouvez avoir du 6, 7,5%. Peut-être même 8%. Toujours dans le même chapitre. Pour revenir au pétrole. J'ai dit voilà, c'est moi qui fais l'IMPG, l'Institut du pétrole et du gaz. On reviendra là-dessus d'ailleurs, parce que certains disent oui, bon il est là, c'est maquis, c'est maquillé pour maquis, enfin bref, on reviendra là-dessus, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Pétrole et gaz, ce que je dis, c'est que nous sommes en train de faire l'IMPG, mais vous êtes là. Vos enfants sont là, et ici et ailleurs. J'ai demandé à quelqu'un au Texas de me sortir les écoles de formation dans le domaine du pétrole. Il m'a sorti une vingtaine d'écoles au Texas, notamment à Austin. J'ai dit, mais vous êtes déjà là. Les plus grandes écoles de formation dans le domaine pétrolier sont chez vous. Nous, si nous sommes présidents, nous allons sortir des milliards et des milliards pour offrir des bourses à vos enfants. Et puisque c'est des filières extrêmement rentables, je dis nous, le gouvernement va signer avec vos enfants, parce que c'est eux qui nous intéressent. Vous nous intéressez, mais c'est vos enfants qui m'intéressent personnellement. Parce que c'est avec eux que le retour peut être profitable. C'est avec eux que vous pourrez retourner chez vous et passer une retraite paisible. C'est eux, surtout, qui ont une chance extraordinaire d'être déjà dans les environnements. C'est à eux qu'on doit donner les moyens de s'instruire dans les 3, 4, 5, 6, peut-être 10 ans, en attendant que nous ayons, nous, les instituts de formation des métiers du pétrole. Parce qu'encore une fois, croyez-moi, les découvertes du pétrole chez nous, et surtout du gaz, sont extraordinaires. On n'oublie pas tout. On ne peut pas tout dire. Mais vous le verrez, vous le saurez, tôt ou tard. Donc c'est ça. Le pôle de développement va changer. Il va y avoir toute une révolution économique. On fera tout pour que la culturelle ne soit pas trop éloignée de nos valeurs. Mais il va y avoir un bouleversement extraordinaire. Il faut être préparé à ce bouleversement. C'est pour cela, encore une fois, que personnellement, j'en appelle à la compétence de tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous n'avez pas besoin d'être à Dakar ou au Sénégal pour participer au débat économique. Et ça également, il faut que ça s'organise. Déjà, on aura peut-être le temps de le regarder, puisqu'encore une fois, je parle de la diaspora. Pour faciliter tout ça, pour faciliter les investissements que nous appelons de tous nos jours, pour faciliter vos relations avec la mère patrie ou avec le pays, nous avons imaginé, il y a 3 ans ou 4 ans, ce que nous avons appelé la maison de la diaspora, que j'étais prêt à construire, je ne veux pas dire gracieusement, mais on avait déjà structuré le financement de ça, pour qu'il y ait un guichet unique, une maison de la diaspora. Je l'avais placé parce que le terrain est disponible à côté du monument de la Renaissance, pour qu'avec les technologies dont nous disposons, qu'on puisse, en un seul lieu, avoir presque
presque toutes les solutions vous concernent. Je donne un exemple. Vous le savez mieux que moi. Vous voulez construire. Vous envoyez 10 millions au village ou à la ville. Un cousin, vous ne pouvez pas l'amener au tribunal, vous savez ce que c'est. Bon, le chantier, il est là, il ne peut pas. À la maison de la diaspora, par exemple, on vous donnera un architecte que vous allez partager avec d'autres, et tous les jours sur votre WhatsApp, vous avez l'évolution du chantier. C'est ça la modernité. Tous les jours. Tous les jours, vous savez, on vous dit, bon, il y a que 10 millions à aider, tu sais comment c'est très simple. Mais tout ça, c'est de l'organisation et de la méthode. Et malheureusement, encore une fois, une des raisons pour lesquelles je veux entrer en politique, c'est que c'est les politiciens qui auraient dû vous organiser. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est ça l'organisation. Il y a également tous vos problèmes consulaires. Lui, c'est l'ancien consul à Bordeaux. Vous avez des gens qui servent strictement à rien, qui ne vous règlent aucun problème, y compris d'ailleurs dans les ambassades. Mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi ne pas refonder? Pourquoi ne pas revoir tout ça? Et pour en revenir à la maison de la diaspora, on a fait un courrier, j'ai fait, les plans sont là, tout, je dis bon, on a le financement, je sais comment le financer. Même les gens qui font les transferts d'argent, quand j'en ai parlé au Canada, il y en a un qui a dit, nous, on finance à 100%. À 100%, parce qu'on sait que si on le finance, on va retourner sur nous. Bon. Donc, encore une fois, pour terminer sur la diaspora, je pense que votre responsabilité est extraordinaire. Votre responsabilité est extraordinaire. Il est peut-être temps que vous revoyiez vous-même le fonctionnement de vos organisations. Parce que là également, parlons-en. Je ne suis pas venu pour pêcher dans les machins politiques. Mais vous êtes tellement divisés que vous n'arrivez à rien. Je suis désolé, moi je dis ce que je pense. Parce que votre potentiel est tellement extraordinaire. Je ne suis pas politicien, hein. Je vous le dis parce que je le sais, moi-même je me considère de la diaspora, parce que quand on passe 8 mois sur 12 dehors, on peut pas, on est de la diaspora. Et je comprends, je connais. Alors, je ne voudrais pas, il est déjà 20 h, j'étais venu plus pour vous écouter que pour vous dire ce que je souhaite faire si vous m'élisez président. On en est loin, hein, je le sais. Pour moi, le plus important, après vous avoir exposé en gros ce que je voudrais que nous fassions ensemble pour notre pays, c'est de vous écouter, peut-être de mieux comprendre, peut-être, et je suis sûr que certains d'entre vous avaient des solutions. Beaucoup d'ailleurs ont souvent fait des suggestions, mais ça reste dans les tiroirs, parce que là également, il faut qu'on revoie le fonctionnement de notre administration. Ça ne va pas, ça ne marche. Moi qui vous parle, je n'ai toujours pas ma carte d'électeur. Ça fait 6 mois que je cours après ma carte. Ça fait 6 mois que je cours après ma carte d'électeur. Donc peut-être d'ailleurs que je ne pourrais même plus être candidat, parce que si je n'ai pas ma carte... Non, mais c'est inadmissible en 2018. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais enfin, voilà mes chers compatriotes de la diaspora en France, plus particulièrement parisienne, je crois. Ce que je voulais vous dire, encore une fois, pour moi, c'est un échange pour mieux comprendre, parce que le programme, mon programme, j'en ai des esquisses qui sont dans le livre qu'on va distribuer. C'est nous tous qui devons forger le vrai programme. Et c'est pour ça que je suis là. Je vous remercie. Merci.
Alors, M. Pierre Goudiaby Atepa a fait l'esquisse un petit peu de son programme, je dirais plutôt de son pré-programme, parce que comme il vous l'a expliqué, il est dans un processus de co-construction que nous avons entendu. Il y a des chantiers, 5 chantiers en gros, qu'il a bien voulu dégager, et le socle, comme il le dit, le socle de ces 5 chantiers-là, c'est d'abord le changement de comportement. Il va le vouloir être la dicouille. Et je pense que c'est tellement important qu'aujourd'hui, nous le clamons tous, et que nous avons tous ces responsabilités-là. Mais jusque-là, il y a des choses qui ne sont pas faites, ou bien qui sont peut-être mal faites. Et chacun en jugera. Le propos d'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de vous écouter. Parce que la diaspora, à mon avis, puisque moi je maîtrise très bien ces questions-là pour avoir géré le consulat général du Sénégal à Bordeaux pendant 11 ans, pour l'avoir installé et l'avoir géré pendant 11 ans, les questions qui intéressent plutôt la communauté de la diaspora sont souvent d'ordre divers. Et parmi ces questions, je citerai évidemment la transcription des enfants nés en France. Vous avez aussi la question des passeports qui est plus ou moins résolue aujourd'hui, mais en partie, compte tenu de l'éloignement aussi de certains compatriotes par rapport au lieu des consulats. Et vous avez surtout la question du transport, notamment des personnes décédées, qui pose toujours question, et que les compatriotes sont souvent obligés de faire des quêtes, ou de faire des demandes auprès de personnalités, des demandes onéreuses, pour pouvoir transporter les corps. Mais il y a aussi, surtout à mon sens, la question de la gestion de la proximité relationnelle entre l'usager du service consulaire et les compatriotes. Parce que vous avez des personnes qui quittent Angers, d'autres qui quittent Nancy, qui quittent d'autres villes, qui ne sont pas proches justement des lieux consulaires. Et souvent, cela pose des problèmes. Et je pense que c'est des questions aussi qui vous intéressent, mais aussi la question de vos investissements au Sénégal, parce que vous êtes aussi des acteurs économiques, pour ne pas dire uniquement des acteurs sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu, à mon sens, de poser ces questions-là sur la table, d'en discuter avec le candidat Pierre Goudiaby Atepa, qui se chargera d'apporter des réponses ou des esquisses de réponses. Et compte tenu justement de tout cet amas de questions et de réponses, pouvoir dégager des débuts de solutions à proposer peut-être au candidat dans son processus, comme je l'ai dit, de co-construction de son programme. Le débat il est ouvert. On a évidemment des impératifs d'horaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il parlait, je regardais ma montre, puisque l'hôtel est assez carré quand même sur cela, parce qu'il y a un dîner après qui est offert. Et je pense que chacun, en toute responsabilité, peut participer à ce débat-là, poser des questions sans tabou. Je dis bien sans tabou, parce que nous sommes entre Sénégalais d'abord. Et puis... des questions. On se voit que vous êtes préparé, soi-disant qu'on vous a mis dans le bain, mais je crois que vous étiez déjà prêt. C'était quelque chose que vous aviez déjà dans un point de... Bon, nous on est là depuis un bon moment en France maintenant. On a vécu beaucoup de choses. Et actuellement on est sur le point, on a dans le point de... la tête, le point de retour. Je souhaiterais voir qu'est-ce que vous souhaiterez faire quand vous serez élu président. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les personnes qui ont eu le souhait de retourner et de participer à l'avancement du pays, comme vous l'avez dit. Et surtout, il y a des personnes qui sont en train de choisir une autre voie, de passer par la route, parce que nous avons vécu, ça m'a choqué, j'ai passé plusieurs fois au Paris Sénégal en voiture. On a beaucoup discuté des deux questions que je souhaiterais voir. Qu'est-ce que vous souhaiterez faire? C'est concernant les personnes qui retournent pour le retour et les personnes qui prennent la route pour aller au Sénégal. Vous savez, le problème fondamental, c'est le manque de richesse. Parce que tous les programmes étaient axés sur la diminution de la pauvreté. Ce n'est pas dynamique, c'est une notion, j'allais dire, rétrograde. Et si vous voulez diminuer la pauvreté, vous ne serez jamais riche. C'est la création de la richesse dans notre pays, et j'allais dire des richesses dans notre pays,
qui va faire que les gens n'auront plus à prendre des pirogues pour venir ici. Je l'ai prédit. Si on suit ce qu'on doit faire, c'est les Occidentaux qui prendront des bateaux, ils n'ont pas de pirogue, pour venir chez nous. C'est une conviction. Quand je dis que nous allons créer 1 million d'emplois dans les métiers du pétrole, je vous donne simplement un exemple pour que vous voyez de quoi on parle. Parce que le pétrole, encore une fois, c'est uniquement un exemple que je vous donnais. Le pétrole, encore une fois, ce n'est pas l'essence. C'est l'essence pour 46%. Mais avant ça, je voulais vous montrer, ça tombe bien, la maison de la diaspora, au monument de la Renaissance, qui serait plus qu'un centre d'incubation, qui sera le lieu où pratiquement toutes vos questions, toutes vos préoccupations pourraient être centralisées pour que nous puissions trouver des solutions. Y compris, comme je l'ai dit, quand vous avez des investissements à faire, notamment immobiliers. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un schéma qui est très simple. Le retour, et s'il y a de la richesse, le retour il se fait automatiquement. Les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de travail. Mais quand on va vous garantir le travail, grâce au travail que nous allons faire ensemble, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de problème. Comme je dis, vous allez d'abord vos enfants, je crois que c'est le plus important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans des bourses pour vos enfants? Mais il faut qu'ils signent des documents. C'est le plus important. Et je sais combien ça coûte ici. Il y a des gens que nous sponsorisons, nous savons, il y a des gens qui nous écrivent ici. Alors, regardez ça. Donc, vous voyez que 46% c'est de l'essence. Attention au reflet. 46% c'est de l'essence, mais si vous prenez ça, c'est 2%. Est-ce que vous saviez, comme je le dis toujours parce que c'est le plus simple, j'enlève mes lunettes, je dis mes lunettes, c'est 98% de pétrole. Il n'y a que les vis qui sont là qui ne sont pas du pétrole. Certains d'entre vous, c'est 100% de pétrole. N'est-ce pas? C'est pour donner un exemple. Mais voilà tout ce qu'on peut faire avec du pétrole. Les crayons que vos enfants utilisent, tout ça c'est du pétrole. Tout ça c'est des dérivés du pétrole. Tout ça. Tout ça. Certaines de vos chemises, de vos pantalons, de vos costumes, tout ça. Hein? Tout ça c'est du pétrole. Tout ça c'est des dérivés du pétrole. Alors là-dedans, oui, nous pouvons faire plus d'1 million d'emplois. Pour que on sache que oui, c'est possible. Et quand je le dis, je vous ai dit, j'ai dit l'autre jour que j'ai été voir le président Kagame il y a 3 semaines. Parce que c'est le président de l'Union africaine et parce que nous avons organisé, je suis président et cofondateur de la Fondation économique Afrique-Inde. C'est cette fondation-là, pour la petite histoire, qui a créé le Team 9, pour lequel nous avons utilisé 1,5 milliard de l'Inde. Les bus Tata qui sont au Sénégal, c'est nous qui l'avons amené à travers cette fondation. L'unité de production. Et le gouvernement indien a décidé, la lettre officielle est là, de nous mettre une ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour les pays africains. Pourquoi? Pour ça. Parce que ce que nous avons pu négocier avec les Indiens, c'est de ne pas faire comme les Chinois. Ça, on reviendra sur les Chinois. J'ai un bureau en Chine depuis 10 ans. Mais j'ai dit à mes amis chinois, ce que vous faites là n'est pas bien. Puisque j'ai également un bureau en Inde, j'ai dit aux Indiens, nous allons faire la coopération. L'Inde a 50 millions de PME. 50 millions de PME. Ils nous ont donné cette ligne de crédit pour que nous puissions faire un transfert de PME.
pour que les PME indiennes viennent avec cette ligne de crédit, créer de la richesse sur place, fabriquer des bouteilles qui viennent, bon celle-là ne vient pas du plastique, mais la plupart des bouteilles viennent du plastique. Les lunettes, les machins, tout ce que je vous ai montré là, tout ce que je vous ai montré là, on va avoir une ligne de crédit revolvée de 10 milliards pour toute l'Afrique. Mais comme j'ai dit, dans le Team 9, il y avait 1,5 milliard, le Sénégal s'est débrouillé, on a pris au moins 250 à 300 millions de dollars. Tout ça pour répondre à votre question. Quand vous allez créer la richesse et l'emploi, tous ces problèmes, c'est parce qu'on ne voit pas grand. Et si vous ne voyez pas grand, bon, avant c'était peut-être plus compliqué. Et encore une fois, la bénédiction du pétrole, si on la gère comme il va être géré, on va arrêter. On prend une deuxième question. Bon, tout d'abord, je me réjouis de votre présence et je pense que ce format d'échange avec des leaders du Sénégal, je pense que c'est toujours intéressant. Mais moi, avant de venir ici, je pensais qu'il y aurait une rencontre entre vous et l'opposition en France. C'est ce que j'avais compris. C'est pourquoi je suis venu ici. Mais moi, étant dans l'opposition, je pense quand même que c'est plus cohérent qu'on puisse discuter avec des personnes qui ont cette valeur. C'est-à-dire rejeter cette gouvernance de Macky Sall dans son aspect économique, comme dans son aspect aussi de liberté. Parce qu'il y a quand même des dérives qui sont constatées au Sénégal. J'aurais bien voulu vous entendre nous dire de façon claire et nette que vous êtes dans l'opposition. Vous avez fait des déclarations que moi je trouve merveilleuses. Mais quand on veut faire la rupture, puisque vous avez utilisé ce mot, je pense qu'il est bon qu'on sente cette rupture sur tous ces aspects. D'abord, moi je pense que l'immixtion du religieux dans l'espace public doit être dit de façon nette. Les marabouts jouent un rôle néfaste dans la gestion du public. Je pense aussi qu'il faudrait que vous réaffirmiez les libertés au Sénégal. Les personnes qui ont été injustement emprisonnées comme Khalifa Sall et à d'autres mesures Karim Wade sur des éléments qui ne sont pas toujours probants. Je pense que ces postures-là, vous devez les avoir. Il faut rétablir la justice au Sénégal, que tout le monde se sente à équidistance par rapport à la justice. Je ne vous ai pas lu. Je ne vous ai pas lu. Okay. Donc, peut-être que c'est ce défaut-là que j'ai. Mais je pense qu'il faudrait que vous soyez dans ces postures pour qu'on puisse comprendre que la rupture se fera. Autre chose, vous avez parlé de beaucoup de programmes économiques. Ils sont élogieux, ils sont généreux. Mais au Sénégal, on a besoin toujours de savoir le chiffrage des choses. Il faudrait que vous nous expliquiez comment, ce serait bien, comment vous allez financer tous ces programmes que vous avez, qui sont très intéressants. Parce que tous les présidents qui sont passés de Senghor jusqu'à Macky Sall, chacun a eu des déclarations d'intention merveilleuses. Macky Sall nous avait dit qu'il allait créer 500 000 emplois en 2012, lorsqu'il s'est assis. Je pense qu'il en a beaucoup détruit. C'est ça la réalité. Donc, c'est bien beau de parler du Sénégal, parce que nous, on vit en France. On sait très bien que la situation économique, elle ne se règle pas comme ça. La France, elle est en train de trimer derrière 1% de croissance. Jusqu'à présent, elle ne les a pas retrouvés. Donc, c'est des difficultés que nous aurions bien aimé avoir. Le self-made man, comme vous, nous en parler pour essayer de nous convaincre. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Dès l'instant où on déclare sa candidature contre quelqu'un, c'est qu'on s'oppose à lui. Quelles que puissent être par ailleurs les relations personnelles qu'on peut avoir. Ce que j'ai dit, il est peut-être temps que nous civilisions nos relations conflictuelles politiques. Nous sommes tous des frères et des sœurs.
Moi, ce que j'évite, j'ai dit que nous sommes là pour faire des propositions. Je suis un opérateur économique, je suis de la société civile, je ne suis pas un politique. Parce que, cher monsieur de l'opposition, moi je mets l'opposition et le pouvoir ensemble. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'opposition aujourd'hui? Vous avez des transhumants tous les jours, des gens qui vous disent une chose et l'autre, qui vont dans l'opposition pour insulter, etc. Je ne dis pas que c'est toute l'opposition qui est comme ça. Tout comme je dis, attention, au sein du pouvoir, ce n'est pas tous des pourris. Moi, je connais des gens qui travaillent notamment dans l'administration, qui sont obligés de subir certaines choses. Et nous, ce que nous disons, il est temps que le Sénégal se retrouve. Et nous disons, nous ne sommes ni du pouvoir, ni de l'opposition. Et nous invitons et certaines personnes du pouvoir et certaines personnes de l'opposition à venir pour que nous voyions ensemble ce que nous pouvons bâtir. Maintenant, on m'a dit aujourd'hui qu'il y a 80 candidats. Les autres, 80, bon, les autres vont dire tous les problèmes. Vous les connaissez, on ne va pas être là toujours à dire les mêmes problèmes. Je l'ai dit en toute liberté. Ceux d'entre vous qui avaient suivi la 2S l'autre jour, vous m'avez entendu. Mais dans quel pays sommes-nous pour endormir les gens, faire une arène de lutte, faire un stade de basket et nous promettre un stade de 50 000 places? Pour faire quoi? Avant les loisirs, je l'ai dit au début, il faut d'abord régler les problèmes fondamentaux. Donc oui, moi je suis dans l'opposition dès l'instant où je suis candidat contre le président en exercice, ex-futur. Mais je ne me mettrai jamais dans une posture d'opposition politique. Je suis opposé à ce qui se fait. Écoutez, quand je dénonce ce fameux TER qui va coûter le prix du chemin de fer Ziguinchor, Kolda, Tambacounda, Dakar, j'ai les dossiers. Ils ne peuvent pas dire que c'est faux. Personne n'a dit que c'est faux depuis que je le dis. Parce que c'est moi qui ai été chercher sous WAD un don des Indiens pour financer l'étude. L'étude est chez moi, elle est partout, ils l'ont. Vous croyez? Je suis opposé. Mais je ne suis pas là pour insulter. Je n'insulterai jamais qui que ce soit. Parce que j'estime que ce pays-là, encore une fois, c'est ensemble que nous devons construire. Ceci dit, je respecte les positions de l'opposition. Et quelle opposition avons-nous? Certains d'entre eux qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans ont des fortunes extraordinaires. Regardez, je ne regarde personne. Vous croyez que c'est normal que les politiciens nous aient pris en otage comme ça, avec notre argent? Ce que je disais dans la 2S, je dis devant l'urne, réfléchissez. Vous votez pour vous parce qu'on vous a donné 100 000 francs, ou vous votez pour vos enfants, on ne vous a rien donné, mais vous savez que leur avenir sera rassuré. C'est ça qui me fait. Nous sommes tous des frères, et il est temps qu'on assainisse cette relation-là. La question il a posé la question à la gouvernement de position là-dessus. Mais moi, j'ai dit à tous ceux qui veulent l'entendre, d'abord, c'est un ami, et le premier décret que nous allons prendre, c'est de le libérer. C'est de la... Excusez-moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est d'une injustice intolérable. Sa place n'est pas là-bas. Sinon, eux tous, ils doivent aller là-bas. Eux tous, je pèse mes mots, ils doivent aller là-bas. Alors oui, dès que nous serons élus, le premier décret, c'est de le libérer. C'est clair, parce qu'il n'a pas sa place là-bas. Bon, on parle de fonds 2, vous savez bien comment ça se passe. Bon, on va pas... Encore une fois, je ne voudrais pas, et je parle pour que tout le monde m'entende, perdre trop de temps sur ces sujets-là. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de propositions. Vous avez, on ne fait que dénoncer. C'est bien de dénoncer. Mais il me semble que c'est mieux de proposer.
Nous, en tout cas, nous sommes dans une dynamique de proposition. Maintenant, il y a 81, des 81, peut-être 75 vont dénoncer. On connaît des lanceurs d'alerte qui sont indispensables pour la bonne marche de l'État. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Sa question, comment vous allez faire pour qu'on puisse rentrer, comment vous allez faire pour créer cette richesse-là. Et encore une fois, nous avons une manne extraordinaire, c'est en réfléchissant que vous verrez que ce pays-là, si on le confie à des gens patriotes qui ne vont pas mettre la main dans la poche, qui ne vont pas voler l'argent, et qui n'iront pas, vous savez, j'ai fait des négociations, j'ai donné l'exemple, et personne ne m'a démenti, du fameux contrat sur le zircon, qui était de 80 millions, je l'ai écrit dans mon livre, le premier, Osé. Je suis allé seul, sans expert. Je l'ai renégocié à 1,157 milliard de dollars. Je n'ai pas pris une cravate. C'est ça. C'est là qu'il faut voir les choses. Qui sont les gens qui sont capables de nous sortir de la bourse? Mais justement, ça permet de rebondir sur sa question du financement de votre programme, puisqu'il a posé tout à l'heure du chiffrage et du financement. Ça viendra après, mais croyez-moi, vous savez, je vous donne par exemple, je vous donne un exemple banal, mais c'est important. Quand je parle de la ville nouvelle, du pétrole. La ville nouvelle, c'est à Potou, ça fera à peu près, disons, 10 000 hectares. Prenons 10 000 hectares. Vous décidez, le jour où vous avez décidé que c'est à Potou que vous faites la ville nouvelle, vous faites appel à l'épargne nationale. Je ne veux pas dire internationale pour le moment, pour que vous sentiez que nous-mêmes, nous pouvons construire notre pays. On n'a pas besoin des autres. Si, on en a besoin, mais on a d'abord besoin de nous-mêmes, de nous convaincre que seuls nous pouvons bâtir notre pays. Alors, je vous donne l'exemple, vous me demandez. J'ai dit, voilà, vous prenez 10 000 hectares. 10 000 hectares. Vous dites aux Sénégalais, écoutez, dans cette ville nouvelle-là, le mètre carré, on va vous le mettre à 10 000 francs. Vous prenez 10 000 hectares, ça vous fait tout de suite 10 milliards, 10 milliards de dollars, je ne sais pas, on fera les calculs, vous verrez. Vous prenez cet argent-là, vous commencez à faire les infrastructures, le lendemain, ça passe à 30 000 francs le mètre carré. Et c'est là d'ailleurs que vous devez tous investir. Je vous donne un exemple. J'ai acheté un terrain aux Almadies, il y a 40 ans, 40 millions. 40 ans après, le même terrain, au même endroit, il a une valeur de 10 milliards. C'est comme ça qu'on crée la richesse. Et je peux vous dire que, ok, Petropolis, si je le mets, si je le mets en bourse tout de suite, c'est 10 000, 11 000, parce que les pétroliers qui vont être en face, croyez-moi, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils savent où investir. Donc c'est tout ça, c'est plus compliqué que ça. Mais quand on aura les experts, notamment sénégalais, qui seront là, parce que souvent on prend des experts qui n'ont rien à voir avec le Sénégal, hein, et qui sont souvent de connivence avec les autres. Ça aussi c'est un autre chapitre. Ça c'est l'opérateur économique qui vous parle. Méfiez-vous des experts. Alors, donc voilà un exemple. Et on peut y aller surtout. Comme dirait l'autre, on voit des 4x4 garés sous des manguiers qui pourrissent. Le coût d'une 4x4, c'est une petite unité de transformation de jus. Combien de 4x4 il y a? Alors, donc tout ça pour répondre à votre demande de savoir comment on va trouver l'argent. Vous savez, j'ai commencé, comme je dis, je ne veux pas donner mon exemple, Majimdao m'a prêté 3 millions. Il y a 42 ans, 43 ans. Et vous m'avez vu dans aucun scandale. À part les gens qui disent, oui, bon, on l'a épinglé dans les Panama Papers, c'est ça par ça. J'ai dit, bon, je suis heureux d'être sur la même liste que le roi du Maroc et le roi d'Arabie Saoudite. Mais enfin, pour être plus sérieux,
quand on a parlé des Panama Papers, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui. Moi, j'ai rien. Il faut faire la différence entre les politiciens qui planquent de l'argent dans des paradis fiscaux et des gens comme nous. Moi, le fameux compte, c'est Atepa Engineering. Si j'ai quelque chose à cacher, je vais mettre le nom de Atepa. Allez sur Internet, cliquez Atepa, il y a une seule figure sur 14 milliards de personnes qui va sortir. C'est la mienne. Alors, je vais mettre Atepa si je veux cacher. Et vous proposez des réformes. Je peux en prendre deux. La réforme du Parlement et la réforme de la justice. Ce qui fait de vous un opposant, un homme politique. Tout à fait. Le Sénégal aussi est malade de sa société civile. Parce que, je prends l'exemple de nous en France, on a connu les Jules Diop, les Latif Coulibaly, les Abdoumbo, les Mbo, la dame Pendembo, les Gadjo, de brillants intellectuels, franchement, qui ont contribué à la chute d'Abdoulaye Wade, à qui nous avons toujours cru, parce que la société civile est importante dans toutes ces sociétés. Mais l'histoire a démontré qu'une fois que le pouvoir est installé, tu vois, ce qui fait qu'ils sont plus pourris même que le pouvoir, que les hommes politiques. Ce ne sont pas des exemples. Ce qui fait que le plus souvent, on pense que la société civile est un raccourci pour aller au pouvoir. Ça, c'est l'histoire du Sénégal qui démontre ça. Les hommes politiques ont leur tard, tout le monde le reconnaît. Raison pour laquelle c'est une invite, parce que vraiment on a hésité par rapport à la conception que vous faites de l'opposition, parce que nous, une opposition, effectivement, ce n'est pas par rapport à l'homme, par rapport à l'ami. Voilà. Nous avons notre papa, nos frères, nos soeurs qui sont au pouvoir. On s'oppose à eux par rapport à des programmes, par rapport à un régime. Actuellement, le mal des institutions sénégalaises, c'est un problème de projet. Ce n'est pas que nous ne voulons pas rentrer. Aujourd'hui, nous voulons rentrer au Sénégal, mais quel régime vous nous proposez? Parce qu'en réformant le Parlement, quel Parlement vous nous proposez? Vous avez bien dit dans votre livre que vous ne voulez pas des députés de Pierre Boudjabi, des députés de Macky Sall, des députés de Khalifa Sall. Vous voulez quel genre de Parlement, quel genre de régime politique? Ça, c'est très important. Parce que pour réformer le système sénégalais, c'est d'abord réformer les institutions, c'est-à-dire la justice et le Parlement. Si on réforme ces deux-là, l'exécutif, il n'y a plus de problème. Parce que tant que... Vous avez... Bon, je vais vous interrompre parce qu'on n'en finira pas. Je dis qu'il faut mais réformer à partir de la base. Quand je dis par exemple qu'il faut que l'anglais soit la deuxième langue officielle du Sénégal, je sais pourquoi je le dis. Ça fait partie des réformes. Quand je vous dis que tout de suite après, nous allons faire des élections législatives. Tout de suite après. Et locales. Parce qu'il faut changer. Il faut une nouvelle conscientisation. Donc, ne venez pas me poser des questions, j'allais dire techniques, bien que je sois technicien, de comment ça va se passer. Le plus important, c'est la volonté de le faire et surtout, vous avez touché les nous les intellectuels, société civile entre guillemets, quand on entre là-dedans, on est pire que les autres. Vous avez parfaitement raison. Il faut le reconnaître. Mais comme je dis, un des avantages dont je ne veux pas parler, c'est que, oui, nous avons fait nos preuves. Oui, nous n'avons pas besoin d'argent, grâce à Dieu. On n'aura aucune tentation de nous faire corrompre, parce que là aussi, la corruption dans ce pays-là a atteint un niveau, si on ne l'arrête pas, nous allons sombrer en tant que peuple. Ça, c'est des réformes. Ça c'est des positions politiques. Nous battre contre la corruption. Où est-ce qu'ils prennent tout cet argent-là? Déjà pour leur campagne. Posez-leur. Moi, j'ai dit, j'ai mon budget. Qu'on me demande d'où je sors l'argent, tout ce que j'ai. Et au Sénégal, en dehors d'un appartement que j'ai à Dubaï et un à Washington. Tout est au Sénégal. Et je peux vous dire, depuis 45 ans que je travaille, d'où vient ce que j'ai. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux.
Donc oui, le plus important, c'est de corriger tout ça. Arrêter la corruption, c'est la corruption qui va nous tuer. Ils sont tous là, en train d'acheter des voitures, des 4x4, des trucs. Moi, tout ce que je vais acheter, demain, je vous dis. Oui. Allez, Oui. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas entendu la question de la Casamance qui constitue un poids économique par rapport au Sénégal. Vous n'avez pas parlé de ça. Qui constitue un poids un point économique important pour le Sénégal. Vous n'avez pas parlé de ça tout à l'heure. Et puis, pour finir un peu par rapport à ce monsieur, je veux dire que la majeure partie des Sénégalais ne sont pas dans les partis politiques. Vous êtes venu en France pour rencontrer les Sénégalais et pour moi, c'est une très bonne chose. Pas l'opposition, parce que la majeure partie des Sénégalais, les gens qui sont ici, je ne sais pas, mais je pense que 99% des personnes qui sont dans cette salle, ils sont contre le régime de Macky Sall. Mais ils ne sont pas peut-être dans les partis politiques classiques. Absolument. Donc là, c'est important de rencontrer des personnes comme ça. Et puis, vous avez fini tout à l'heure par parler de... Bon, de votre... je ne vais pas rentrer dans ces... Vous avez fini par parler sous la passation des marchés. Je pense qu'il faut parler de là-dessus, des marchés publics, parce qu'on voit qu'il y a des entreprises... Et la question foncière aussi, parce que moi je suis issu d'un village actuellement qui est très populaire, Dias, je suis là-bas. Et ça pose problème actuellement. Quand je parle de passation des marchés, c'est au niveau de l'aéroport, l'AIDB. Donc, c'était par rapport à ça. Mais okay, on prendra le livre, et puis on va faire. Voilà ce que vous allez voir. Le reste, on aura... La passation des marchés, vous savez, quand je parle de la corruption, c'est de ça que je parle. Y compris dans la justice. Moi qui vous parle, on est venu me proposer 50 millions pour me faire gagner un procès que j'avais déjà d'ailleurs gagné. Si je ne voulais pas payer 250 millions, j'ai renvoyé la personne, je dis je paye mes 250 millions. Donc tout ça, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc je ne veux pas, on n'a pas le temps. Ça, c'est un premier exercice, plus pour écouter vos doléances. Mais il est évident, quand je parle de lutte contre la corruption, et regardez cette histoire. Est-ce que vous savez que ce sont les fonds publics qui ont fait 80% de l'aéroport? Et les 20%, on donne ça à des gens qui doivent gérer l'aéroport pendant 30 ans. It doesn't make sense. Vous comprenez? Et quand je vous parle du TER, vous croyez que c'est normal qu'on nous dise qu'il va faire vite, 200 km ou 160? Sur 35 km, il va s'arrêter 15 fois? Comment vous pouvez faire ça? Et il n'arrive même pas à l'aéroport. Ça, vous le saviez. Il n'arrive même pas à l'aéroport. Il arrivera à l'aéroport en 2022, 23, 24. Pendant ce temps, vous descendez à Caminadio, vous prenez vos valises, vous prenez un intermédiaire et vous allez à l'aéroport. Alors, c'est toutes ces choses-là. Encore une fois, je ne suis pas le Messie. Je veux simplement que des gens comme vous, d'honnêtes citoyens, que vous veniez sur une plateforme pour qu'on puisse nous entendre, nous, la majorité silencieuse, parce qu'on n'a pas de carte de parti. On n'a pas de carte de parti. J'ai jamais eu de carte de parti. J'ai fait 12 ans avec moi. Personne n'a osé même m'inviter à une réunion du parti. Parce que oui, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des politiciens de la politique politicienne. Parce que là également, il faut des politiciens. On va s'entourer de politiciens. Mais des gens honnêtes, patriotes. Quand vous êtes patriote, vous ne prenez pas l'argent de l'hôpital pour construire l'hôpital pour aller acheter une 4x4. Je suis désolé. Donc voilà, on prend une question. Pardon. La question Il y a que des hommes qui parlent. Une femme. La question je préfère l'éviter actuellement, s'il vous plaît. Je préfère l'éviter pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez que, enfin vous ne le savez pas, jusqu'avant-hier ou il y a une semaine,
J'étais le président du collectif des cadres casamançais. J'ai présenté ma démission parce que j'entre en politique. Jusqu'à présent, ce n'était pas un poste politique. J'entre en politique, donc j'ai donné ma démission. Ils sont en train de travailler pour avoir un président intérimaire en attendant l'Assemblée générale. La question de la Casamance, vous le savez, elle est d'une importance, j'allais dire, vitale pour moi-même personnellement, parce que j'en souffre. Et je sais que 99%, pour ne pas dire 100% du reste du Sénégal en souffre. Nous ne disons pas que nous avons une solution immédiate. Tout ce qu'ils ont dit sont passés à côté. Nous avons toujours prôné le dialogue. C'est nous qui avons amené Saint-Egidio. Et j'expliquerai pourquoi si vous me le demandez. C'est nous qui avons pris Diamacoune par la main pour le faire entrer au palais. C'est nous qui avons pris Diamacoune pour aller à la frontière bissau-guinéenne, à Saint-Domingue, pour qu'il rencontre des gens qui entendaient parler de lui dans le maquis et qu'il n'avait jamais vu, et qui lui ont dit certaines vérités. Certaines vérités, j'étais là. Mais ce n'est pas le moment. Donc soyez rassurés, la Casamance, oui. Pour tout vous dire, j'ai envoyé une lettre aux 2 chefs des rebelles pour leur dire que j'entre et que j'aimerais bien, quelque part, que nous puissions nous retrouver. Parce que la Casamance a assez souffert aussi. Il y a également d'autres considérations, mais je préfère ne pas en parler. Voilà. Oui, monsieur. Oui. Alors, Amadou Sylla, donc... moi, je pense qu'après cette tenue compte, effectivement, si moi je dois voter pour Pierre, il faut que j'ai une raison pourquoi je vote pour Pierre. Il faut que le programme de Pierre s'accorde avec moi, ma vision du Sénégal, ce que je veux pour le Sénégal, pour que je dise, bon, ben à partir de ce moment-là, je cautionne. Donc, c'est pour cette raison que je pense que la démarche, elle est à louer, elle est à saluer. Je pense que on est tous des Sénégalais, des patriotes. Et si nous pouvons contribuer en quelque manière que ce soit pour en tout cas apporter des contributions sur des choix, sur des problématiques qui nous préoccupent davantage, chacun, moi je suis militant associatif, sur la question casamançaise, j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup de vision, je pense j'ai beaucoup de réflexion et voilà, je vous interpellerai au moment opportun, on travaille sur ça et je sais que vous êtes dedans également, mais je pense que voilà, c'est des questions, moi, qui m'ont beaucoup mobilisé, où j'ai investi beaucoup de temps, à un moment donné. Donc, du coup, j'ai une logique, j'ai une vision, qu'elle soit partagée ou pas, je me dis, voilà comment je vois, et quelle est la personne qui porte effectivement ces préoccupations-là. C'est aussi important. Quel est le candidat qui pense comme moi sur cette question-là. Au-delà de cette question casamançaise qui nous lie, bon, c'est pas un peu ce que je voulais, en tout cas, vous poser comme question, mais sur la diaspora. Parce que la question de la diaspora, je pense qu'on parle beaucoup de politique, mais on ne parle pas suffisamment des problématiques, des questions qui nous concernent au quotidien. Et malheureusement, on souffre du fait que quelque part, on nous dit qu'on est divisé, mais cette division, c'est les politiques qui l'ont créée souvent. On nous dit, voilà, vous n'êtes pas organisé, mais parce qu'il y a une rupture de confiance entre cette diaspora et l'élite qui gouverne. Cette rupture de confiance, elle a son origine, elle a une histoire, hein, qui se raconte, où les gens se mobilisent, mais à un moment donné, l'État ne respecte pas l'engagement, quelque part. Et du coup, je prends un exemple très simple, les logements, où on dit aux gens, il y a des logements pour la diaspora. Les gens mettent de l'argent, et cet argent-là a été détourné à un moment donné, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Ce n'est pas normal que les gens investissent de l'argent, ils le perdent, et ils n'ont pas de recours. Ils n'ont pas de vous faire recours. Vous investissez, on vous bouffe votre argent et puis voilà, ça s'arrête là. Personne ne se plaint, personne ça ne pose problème à personne. Je crois que votre proposition sur la maison de la diaspora, je crois que c'est une proposition qu'il faut davantage partager avec les gens de la diaspora pour que... Il y a tout un document là-dessus. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important parce qu'ici, au niveau de la diaspora, on a parlé de la maison de la diaspora, comme proposition, sur le mémorandum qu'on avait rédigé en 2012, je crois, on avait parlé de ça, et ça fait longtemps, on agit. Mais il n'y a pas de proposition
crédible, fiable. Mais en vous écoutant, moi, je sais que vous comptez pour le Sénégal. Vous êtes un homme de valeur pour le Sénégal. Vous avez votre place pour le Sénégal. Vous devez participer à la construction du Sénégal. Vous devez aider le Sénégal à se relever. Parce que vous avez les talents. Vous avez les compétences. Vous pouvez le faire. Donc, je crois que des gens comme vous, ça mérite effectivement qu'on porte l'attention. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que vous, même si vous ne le voulez pas, je crois que vous avez une mission quelque part voilà, qui s'impose en vous. Cette mission-là, maintenant, il faut que tout le monde puisse avoir une lecture très patriotique et que ça soit facile pour tout le monde parce qu'on a quelqu'un qui a une vision, qui pense, qui peut aider, mais derrière, comment on fait pour accompagner, pour co-construire, pour que cela devienne une réalité de l'ensemble du Sénégal. Voilà un peu moins la réflexion, en tout cas. Merci. Merci pour votre contribution. On n'est jamais découvrir jusqu'au coucher du soleil ou au lever du soleil. Jusqu'à l'inception du soleil. Vous ne pourrez jamais voir ce qui s'est passé. Bon appétit. J'ai pris la parole pour inviter le président Goudiaby à rejoindre immédiatement le Front National de Résistance. Résistance, parce que la preuve, vous n'avez pas votre carte d'électeur. Résistance, parce qu'il y a pénurie d'eau. Résistance, parce qu'il y a un problème de chômage endémique dans le pays. Résistance, parce que nous savons tous que le Sénégal est dirigé par un trio de délinquants. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que le trio de délinquants, c'est Macky Sall, Ali Oussal, Ali Ngouingen. Sur l'affaire du pétrole, vous nous avez fait un exposé magnifique. Mais savez-vous, Président, que ce pétrole est déjà vendu? Savez-vous que ce pétrole aujourd'hui est entre les mains d'une filiale internationale, des filiales même? Donc, résistance s'impose. La campagne c'est 6 mois. Je vous ai donné le site. J'attends vos contributions. Elles sont importantes. Encore une fois, je ne suis pas Messi. Alors, très mal. Je ne suis pas Messi, mais je pense que tous, vous avez vu, puisqu'on est en France quand même, on va se réjouir de la victoire de l'équipe, de la 6e équipe africaine, parce qu'ils ont joué ensemble. Donc c'est ensemble encore une fois. J'ai entendu les cris du cœur et je comprends qu'on puisse, devant une certaine situation, qu'on puisse être révolté, c'est le mot qui sied. On est révolté par ce qui se passe dans notre pays. Et ce que nous disons, évitons les mots qui blessent. La conviction n'exclut pas la correction. Comme je dis, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, nous sommes là pour voir. Avec la petite expérience que nous avons de 45 ans quand même dans les affaires, de 45 ans de construction, souvent de la chose publique, de 45 ans de participation au développement de l'Afrique, nous pensons que oui, si on nous fait confiance, nous pouvons mener la barque sénégalaise à un futur radieux. Et c'est possible. C'est ce pourquoi nous nous battons. Je reconnais que le temps est court. Mais vous savez, avec la conviction qui va animer ceux qui pensent que c'est ça qu'il faut faire, ça ira encore une fois que nous traîner le tout. Il suffit simplement, surtout vous de la diaspora. Nous savons l'influence extraordinaire que vous avez sur les populations. Parce que d'abord, c'est à cause de vous, c'est grâce à vous que les souffrances sont atténuées.
quand vous injectez des milliards et des milliards et des milliards dans les hameaux, dans les coins les plus reculés du Sénégal, pour que les gens puissent au moins manger à leur faim, souvent, on vous doit beaucoup. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ma première sortie, c'est chez vous. Parce que c'est vous qui m'avez invité, avec les étudiants, à laisser tout ce que j'ai à faire pour venir voir si je peux apporter ma modeste contribution pour que ce pays-là, que nous aimons tous, et qui paraît extraordinaire, encore une fois, excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est important. Et croyez-moi, ceux qui ont mal négocié seront obligés de le reconnaître et on remettra les choses sur la table. Parce que nous, Sénégal, avec nous, Sénégal, avec. Et quand on sera aux affaires, les gens s'en rendront compte. Je vous remercie. Merci. Merci à tous pour votre présence. Les échanges ont été assez enrichissants. Ce n'est qu'une première étape, à mon sens, et que, comme la question qui a fusé tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que la diaspora peut apporter, vous avez expliqué une réponse, et je pense que après cette rencontre, chacun dans son coin les dialogues, en tirera ses propres conclusions, effectuera quand même une visite sur les sites que vous avez énumérés tout à l'heure et pourra apporter sa contribution. Je ne vais pas m'arrêter là parce que vous aviez émis en off que effectivement il va y avoir des espaces ATEPA, je crois, qui vont être installés partout au Sénégal, aussi dans la diaspora et particulièrement à Paris. Et je pense que ça va être un réceptacle pour les gens de la diaspora qui voudront venir apporter nos contributions, construire ensemble le programme que vous voulez ensemble, que vous voulez faire pour le Sénégal, et que chacun sera acteur justement de ce changement-là, de cette refondation que vous voulez amener, et que chacun sera satisfait et pour lui, et pour ses enfants, et pour ses amis. Je vous remercie en tout cas pour votre parole. Merci beaucoup. D'abord maa ngi leen di gërëm yéen waa diaspora parce que ni ma ko waxee ci benn téere bu ma bind il y a 5 ans de Oser diaspora maa ngi leen décrire mel ni ours gris maanaam li ngeen di def réew mi lu ëppale lu am maanaam lii tax sama premier développement ma def ko fii c'est parce que yéen a ma seet ay waa diaspora ñu baaw ci Canada ñoo ñëw sama bureau ñu ne ATEPA ñun nag gis nañ ne suñu réew fi mu toll xëy na tabaxkat la ni yow moo war a jóg fi seet lu mën a def ne leen waaw man xam ngeen ne man lu soo balaa loolu ay étudiants ñoo ma seet si yow ñu waaw tonton yow daal yaa ngi koy ba ni leen man politique ba tey ñu ne waa li nga xam ne yow li tax ñu seet si la xam nañ ne yow politicienne taxul nga def li ngay def ñun dañu seet ci yow modèle boo xam ne ku mel ni yow la ñu bëggoon mu téye réew ma ne leen waaw loolu boo leen ko bëggee def da ngeen di ut ay parrain da ngeen may parrainer ma amee 100 000 électeurs dans tout le Sénégal ñu ñëw ni ñu ne waaw ATEPA yow daal defe naa ne mën nga téye réew mi boo leen ko defee man dinaa jóg nekk seen candidat. waaw yow sax sa biir wax nee nga ma ba léegi wax nga diaspora bi fi ñëwoon di waxtaan ak yow jotagoo sa carte d'identité ba léegi. jotoo non pas carte d'identité carte d'électeur. carte d'électeur waaw loolu mooy jafe-jafe yi ñu am dëkk ba parce que nit ñi liggéeyuñu te xaw ma nag ndax complot la j'espère que c'est pas un complot waaye bi ma ba tey ça fait 6 mois may daw sama gannaaw carte d'électeur waaye loolu amul solo balaa élection bi wóor na ma ne dinaa ko am te maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy responsable yi qu'ils fassent de sorte que ñi war a jët seen carte d'électeur ñu jot ko parce que sinon le vote sera faussé mais man li may wax may bëgguma dugg ci ay
ay waxu waaw defuñu lii def ñun li ñu bëgg a wax mooy suñu kuréel maanaam ñi ñu bëgg ñu topp mooy ñu seet nu ñuy tabaxee réew mi man tabax réew mi moom moo tax nee nañ ne suñu plateforme bi proposition la ñuy def nekkuñu fi di xeexoo di ñaan dugguñu ci yooyu loolu bàyyi nañ ci. d'accord loolu mooy candidature particularité candidature Atepa. mais d'abord moom nee na juróomi at lay def du ci boole du ci boole benn sax ñaar moom juróomi chantier lañu benn bi mooy defaraat jikko yi ni ko suñu imaam yi ak suñu waa église yi di ko wax nañu defaraat jikko Sénégal ñaareel bi mooy utal suñu xale yi suñu doom yi ak sénégalais yi yëpp utal leen liggéey maanaam nit boo amulee liggéey ngay xëy loolu lu métti la ci jàpp kon nag ñun loolu mooy suñu premier engagement liggéey bi ci topp mooy te ñoo war a ànd sax après ji defaraat jikko yi mooy éducation yokk nañ ci ne bien sûr gouvernance bu baax maanaam gouvernance boo xam ne li ñuy wax mooy corruption zéro parce que guerre bi mu ngi mel ni gerte suñu dëkk guerre dafa mel ni guerre gi nag dina fi jóg la corruption zéro loolu boo ko defulee mënoo dem fi defaraat jikko yi suñu doom yi nga xam ne bëgguma wax ne kenn yaratu leen waaye daal gis ngeen yëf yi ni mu demee moo tax ñu bëgg a ñun service militaire dañ ko fiy delloowaat mu ngi fi déjà ci constitution waaye dañ koy defaraat bu doon service civique maanaam gone gi bu amee 18 ans 19 ans 20 ans nañ ko dugal service militaire jàngal ko fa liggéey ak métier jàngal ko métier nga xam ne bu fa jógee dina am fu muy liggéey loolu ci la ak yeneen ak yeneen ak yeneen wax naa waxu région yi wax naa waxu région yi c'est 14 fukk ak ñeent waaw ñun bi ñu doon gone 7 régions moom te mu ngi doon kon nag defe naa bu ñu toogee waxtaan mën nañ juboo pour seet régions yi nuñ koy indiwaat ci ni mu nekkoon bu yàgg ba parce que c'est pas normal nga am benn gouverneur Kaolack nga am beneen Fatick loolu yàqum énergie la te yàqum xaalis moo tax xaalis bi doyatul. d'accord dernière question wala ñu bëri Sénégal ñu jàpp ne ku jóg ne candidat bi ñu ne Macky Sall moom la ànd yow tey lan nga mën a wax Sénégalais yu wane ne Atepa candidature boppam la gëm. xam nga ñi ma xamul ñooy poser question yi parce que ku ma xam fayda bi may àndal man mii nga xam ne maa defar sama bopp nag na ma ne saabu du fóot bopp waaye man kenn defar waaye yow pourquoi man may jóg fipp di liggéeyal mag fu mu ma gën a loolu leer la Macky nag sama xarita comme tous les Sénégalais yi ma xam bëri naa ay xarit ak ay mbokk parce que tamit politique bi war nañu arrêter defe ne nit ki boo nekkee candidat foog nga nekk contre nit ñun contre ma kenn ñun suñu candidat bi Macky xam na lu tax may ngeen bool Macky donc loolu ñu koy wax boo xëy na mënuñu res ne ku mel ni man dina bàyyi li mu am yépp jóg bëgg a taxawal askan ils peuvent pas comprendre ñu ne waa kii moom macha allah loolu tamit bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ ko changer bëgg nañu réew ñi ko jiit bañ ko jariñoo ñuy jariñal réew bañ ko jariñoo loolu moo ñu tax a jóg moo tax ñuy woo képp koo xam ne defe nga ne avenir u Sénégal ak sa avenir u ay doom ak ay waajur ñoo la ñor nga voté parce que ñun ñëf yi dañ ko bëgg a changer doyle nañu ci politiciens yi nga xam ne dañuy ñëw di diggee duñu wax ñun nag ñi ñu xam nañ ne lu ñu mës a digg def nañ. D'accord. Deux questions en français. La première question, c'est celle
La question, mais on me dit que oui, je suis le candidat de Macky. D'abord, je vais vous dire autre chose. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je ne me suis pas assis avec Macky. Ce n'est pas mon ennemi, c'est même mon ami. Mais quand on parle de l'affaire de la nation, ce n'est pas des affaires d'amitié. Et ceux qui me connaissent savent quand même que je ne peux pas être là pour travailler pour quelqu'un d'autre. Notre slogan, c'est Sénégal, Sénégal, mais pour quelle raison je vais aller travailler pour lui? Pour quelle raison? Je veux que les gens qui le disent m'expliquent pourquoi. Ce n'est pas pour des marchés. Non. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, les gens ne comprennent pas que je laisse tout ce que j'ai à faire pour entrer en politique. Mais c'est parce que j'ai la conviction qu'il faut faire la politique autrement. Mais soyez rassurés, je ne suis pas derrière, Macky n'est pas derrière moi. Et comme je l'ai dit également l'autre jour, je ne suis pas franc-maçon. Parce que les gens pensent que toute réussite est suspecte. Ah oui, c'est un franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Je le dis tout le temps. Ceci dit, j'ai rien contre eux. Là aussi, il faut qu'on respecte ceux qui ont décidé d'être franc-maçon. C'est à eux de décider. Ça aussi, il faut qu'on soit tolérant. Moi, je n'en suis pas, mais qu'on colle la paix à ceux qui le sont. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de M. Atepa par rapport à d'autres candidatures? Parce que c'est Atepa. Pardon? En 2002, vous avez présenté être candidat, mais finalement, vous n'avez pas... J'ai pas franchi le pas. J'ai pas, comme on dit, franchi le Rubicon. Mais on est en 2019. On est en 2018. D'accord. 2012, c'est passé. Okay. Pourquoi cette année alors? Parce que là, j'ai 71 ans grâce à Dieu. Je dis, bon, puisque je veux faire une candidature de rupture et surtout de transition, oui, d'ici, si on me donne le pouvoir, d'ici 5 ans, je pourrais enfin prendre une retraite que j'estime méritée. Le déclic. Qu'est-ce qui a été le déclic? Oui. Mais je crois que c'est quand les jeunes et les gens de la diaspora sont venus me voir pour me dire, écoute, tu as assez travaillé pour toi-même, pour ta famille, travaille pour le peuple. Merci, Président. Merci.